Avec un petit peu de recul maintenant, quand tu regardes votre organisation du travail, quand tu regardes les métiers, les compétences, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ça change l'exigence. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Mais derrière le bruit, se passe-t-il vraiment grand-chose? Ici, on déconstruit, on analyse, on partage les retours d'expérience des pionniers. Que vous soyez dirigeant, manager, RH ou juste curieux, le podcast Besoin de rien, envie d'IA est fait pour vous. Vous y découvrirez ce que l'IA transforme déjà, vos organisations et votre rapport au travail. Ce podcast est sponsorisé par 365 Talents, solution d'IA qui cartographie les compétences des grandes entreprises. Elle permet aux experts RH de piloter leur stratégie talent, d'anticiper l'avenir et de se transformer via une approche centrée sur les compétences. Besoin de rien, envie d'IA est présenté par Lobna Kaleja, ex-DRH devenue exploratrice de l'IA pour les organisations. Elle accompagne dirigeants et RH à transformer leurs pratiques via son offre de conseils, de formation et de conférences. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Sophie. Bonjour Lubna. Bonjour, je te laisserai te présenter dans quelques instants. Avec plaisir. En attendant, je vous remercie déjà de nous rejoindre pour le 4e épisode de la 2e saison de Besoin de rien, envie d'IA. Pour cet épisode, j'ai eu envie de recevoir Sophie Le Thiers, que je laisserai se présenter dans quelques instants. Et en fait, elle va nous raconter tout son parcours initiatique au pays des IA chez Kaufman & Broad. Vous en saurez plus dans quelques instants. Mais avant de commencer, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre device et d'aller cliquer sur « Abonner ». Je m'abonne, je like, je commente. On a vraiment besoin de vous pour faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main. Donc l'instant promo est donc terminé et je reviens avec toi. Donc rebonjour, je suis absolument ravie de te recevoir. On s'est rencontrés au mois de décembre. Je t'ai interviewé pour une table ronde. Et j'ai adoré ce que vous avez fait chez Kaufman & Broad, donc je voudrais vraiment te donner la parole et que tu nous racontes ce que vous avez mis en place. Donc très rapidement sur le teasing, tu vas nous raconter d'où l'idée est partie, comment vous avez acculturé les équipes, quelles ont été les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées, comment vous avez ou pas scalé, parce que c'est souvent une grande question. Et donc, on va aborder toutes ces grandes questions que les DG et que la fonction RH se posent dans tous ces sujets d'accompagnement à la transfo. Donc, je te laisse te présenter. Eh bien, merci Lubna. Tout d'abord, je suis ravie d'être ici et de partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs. Donc, moi, je suis Sophie Le Thiers. Je suis directrice générale en charge des ressources humaines et de l'excellence opérationnelle chez Kaufman & Broad. Alors, Kaufman & Broad, c'est un promoteur immobilier on est environ 700 personnes, qui intervient sur tout le territoire français, où on a un maillage territorial sur l'ensemble des grandes villes de la France. On est maître d'ouvrage, donc on construit des logements, des hôtels, des bureaux, des centres de logistique, voilà, tout ce qui sert à construire le vivre ensemble. On est une société cotée en bourse. Et puis, on a une particularité qui me tient particulièrement à cœur, c'est que 100% de nos collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise. Ah, ça, je savais pas. Super. Exactement. Ce qui est un peu particulier et est une vraie force, en tout cas dans notre modèle social. Ah, super. Je sais pas. C'est une super, effectivement, c'est une très belle initiative qui favorise évidemment l'engagement. Exactement. Donc, si on en revient à l'IA, et à votre transformation IA. Comment elle a débuté? Quelle était votre vision autour du sujet? Alors, on a débuté assez tôt finalement, parce qu'on a débuté en 2023. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où l'IA était encore quelque chose de très nouveau et personne n'avait là encore les applications Claude, GPT et autres sur leur téléphone. Et donc, on a commencé d'abord par une discussion au niveau du COMEX, à lancer quelques sujets, mais surtout le plus important, très vite, parce que ça c'était au mois de septembre. Au mois de décembre, on s'est dit, il faut que on le fasse de manière très pragmatique, ce qui ressemble assez à la culture de Kaufman & Broad. Parce qu'en réalité, on fait les choses conformément à la culture dans laquelle on évolue. Absolument. Et donc, on est parti des collaborateurs. Et la question qu'on a posée à chaque collaborateur à travers un challenge qu'on a mis en place, qui était de dire finalement, quelles sont les 5 heures de votre journée
de votre semaine, qui sont les plus pénibles. Et en partant de ce postulat très concret, on a demandé aux collaborateurs de Kaufmann & Broad de faire des équipes de 2 ou 3 personnes, de remplir une fiche très simple, surtout pas technique, qui était de dire c'est quoi le caillou dans la chaussure, quels seraient les bénéfices à ne plus l'avoir et est-ce qu'ils avaient 1 ou 2 idées sur la manière de le faire. Et contre toute attente, on a eu plus d'un tiers des équipes qui ont participé. Tous les métiers ont été représentés et toutes les géographies. Ok. Donc ça a été un vrai succès. Et d'ailleurs, on a allongé la durée du challenge qui avait donc débuté en janvier 2024 et qui a duré jusqu'à fin mars pour permettre à toutes les équipes de parler entre elles, etc. et de pouvoir finalement donner leur propre cadre d'usage, mais à partir de leur vécu à eux. Parce que l'idée, effectivement, vous n'êtes pas parti d'une vision holistique, très macro, etc. Vous avez dit, on va partir des collaborateurs et de leurs irritants, et c'est à partir de leurs irritants qu'on va définir quels vont être nos cas d'usage ? Exactement. Ok. Pour tout te dire, on avait commencé par la démarche par le haut, et c'était pas forcément assez pragmatique. Et ça permettait pas d'embarquer les collaborateurs. Bien sûr. Donc il y avait et on restait très conceptuel finalement. Donc on s'est dit il faut en réalité qu'on embarque les collaborateurs. C'est eux les mieux placés parce que c'est pas nous direction générale Bien sûr. dans nos bureaux où on voit le quotidien de toutes les missions qui sont accomplies. Donc cette question toute simple de quelles sont les 5 heures de ta semaine que tu aimerais éviter, c'est marrant. Tout le monde sait y répondre. Ouais. Et dans ce questionnaire, justement, c'est effectivement quelles sont ces 5 heures de perdu, quelle est la vraie problématique derrière, mais surtout, ils pouvaient proposer des solutions pour résoudre, c'est ça ? Exactement. Dans la fiche qu'ils devaient effectivement remplir, ils devaient faire part de leurs idées. Parce que souvent, quand on a un problème, on pense solution aussi. Bien sûr. Et de se dire, je sais pas, j'ai une donnée dans ce fichier-là, une donnée dans l'autre fichier, si je les mets ensemble, etc. Alors, il y a eu des sujets d'IA, majoritairement. Pas que d'IA aussi, mais c'est pas grave parce que ça... Ils peuvent aussi être adressés. Et voilà, ça nous a permis de les adresser et d'embarquer le sujet. Ensuite, ce qui a été très important, c'était aussi, encore une fois, on se remet dans le contexte, on est en janvier 2024, à côté, faire tout cet accompagnement c'est quoi l'intelligence artificielle générative, parce qu'on dit même plus générative aujourd'hui, mais bien sûr. À l'époque, on le disait beaucoup. Et puis de répondre aussi à toutes les questions qu'avaient les collaborateurs, et notamment l'éléphant dans la pièce, vous êtes en train de nous demander ça parce que vous avez envie de supprimer les postes. Absolument, oui. Et donc ça, comme dans tout projet, finalement, c'est toujours hyper important d'adresser, de comprendre la peur et le besoin, à la fois le besoin et la peur de l'utilisateur, de la cible à laquelle on s'adresse. Bien sûr. Et de commencer par ça pour que le projet réussisse. Alors, comment tu les as embarqués ? Comment tu as levé ce frein ? Parce que c'est un des freins les plus communs, malheureusement. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait ou comment tu as réagi pour lever ce frein ? Alors, on a mis en place une grosse campagne de conduite du changement, un plan de communication et de semi-formation. Donc, on a fait quelque chose qui s'appelait les jeudis de l'IA, tout simplement, où tous les jeudis, il y avait une nouvelle capsule qui arrivait, qui présentait d'abord ce que c'était l'IA générative. Et on l'a fait de manière hyper simple, pas besoin de gros moyens. Nous, à l'époque, on avait pris des capsules de C'est pas sorcier qu'on avait découpées et qu'on avait diffusées, qui expliquaient simplement ce que c'était. Tout ça juste pour dire que souvent, on a plein de matériaux à notre disposition. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On a fait des tables rondes. On a fait tout un tas de sujets.
Et surtout, on a travaillé aussi main dans la main avec les représentants du personnel, qui à un moment donné... On va y revenir après, si tu veux bien, parce que tu allais un petit peu vite sur les 2 premières parties sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. En fait, vous avez une démarche un peu concomitante entre, on embarque en formant, en expliquant ce que c'est, en vulgarisant, en facilitant le passage à l'action pour que les collaborateurs puissent utiliser les solutions d'IA générative. En même temps, je crois savoir que vous avez mis en place une solution interne sécurisée. Oui. Donc le GPT. KBGPT. Ouais. Donc ça, c'est une étape. En parallèle, vous avez adressé les irritants. Mais justement, je voudrais revenir sur ces irritants 2 petites secondes. Une fois que vous avez récupéré tous ces irritants, comment est-ce que vous avez arbitré? Comment est-ce que vous avez pondéré? Comment vous vous êtes dit on va aller là-dessus et pas là-dessus? Et je voudrais que tu nous racontes 1 ou 2 irritants et la façon dont vous les avez adressés. Et je pense notamment à cet outil sur les plans que je trouvais plutôt intéressant. Donc, je voudrais revenir là-dessus avant de passer à la suite, si tu veux bien. Oui, pardon, c'est moi qui vais trop vite. Effectivement, dans l'organisation de notre challenge, on a demandé aux collaborateurs de remplir par équipe ces fameuses fiches de résolution de leurs irritants. On a récolté toutes ces fiches. Nous, on a été ensuite au niveau du COMEX, on était donc le jury. On s'est fait une grille d'analyse de l'ensemble de ces irritants. On a eu 200 projets. Super. C'est là où, tout à l'heure, je disais, ça a représenté tous les métiers et toutes les géographies. Et ça, c'est important parce qu'il y avait, y compris, par exemple, des métiers comme les assistantes qui ne sont pas, pas toujours concernés par ce genre de projet. Et on a fait notre grille d'analyse de tous ces projets pour essayer de voir ce qui était prioritaire pour nous et de pouvoir les classer en disant par quoi on commence. Absolument. Alors, déjà, ce qui était intéressant, c'est que comme on ne pensait pas avoir autant de projets, on a adapté le challenge au fur et à mesure du processus. Et en fait, on a dit que les 10 équipes qu'on avait retenues pourraient aller pitcher devant le COMEX, mais aussi devant l'ensemble des collaborateurs, puisque finalement tout s'est fait en visio, pour que tous les autres collaborateurs, et notamment ceux qui n'étaient pas dans les 10 projets retenus, puissent assister aussi au pitch des 10 projets. Et comprendre pourquoi les autres projets avaient été peut-être retenus et pas les leurs. Exactement. Okay. Et puis, ça faisait partie de la conduite du changement. Absolument. De s'acculturer, d'écouter des idées, parce que même ceux qui n'avaient pas déposé de projet ont pu écouter et se sont dit « Ah tiens, ça c'est intéressant ». Ah bah tiens, moi je pourrais peut-être faire ça dans mon job, absolument. Etc. Ouais, donc, ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique. Ça, on l'avait sous-estimé au départ, donc on s'est adapté au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est important aussi de se dire que petit pas par petit pas, en fait, on s'adapte aussi au fur et à mesure parce qu'on n'écrit pas tout avant. Donc ça a été notre process de sélection. Donc 10 projets retenus, 10 projets qui ont été pitchés devant le COMEX et l'ensemble des collaborateurs. On a récompensé 3 projets avec des vrais prix aussi. Ça, c'était important, de reconnaissance vis-à-vis des collaborateurs. Et puis ensuite, ça nous a donné la feuille de route de la DSI et des métiers pour aller développer l'ensemble de ces projets. Tu peux nous parler de votre projet sur les plans ? Oui, tout à fait. Donc, sur les plans, donc nous, on est un maître d'ouvrage, on construit des immeubles et on a une charte de plans Kaufmann et Broad qui garantit une certaine qualité des plans. Et donc, tous les projets qui sont faits chez Kaufmann et Broad sont passés à un moment donné au crible de est-ce que la charte des plans est bien respectée. Et on a une équipe qui s'occupe de ça. Il se trouve que par ailleurs, elle est dans mes équipes. C'est un travail extrêmement chronophage que de prendre chaque plan et de se dire, je vérifie les 45 points de la charte pour savoir s'ils sont respectés. Et bien là, justement, sur une idée de cette équipe-là, on a développé une IA qui permet, et là elle vient encore de faire des progrès, qui permet de passer au crible les 45 points de la charte. Donc, le collaborateur a tout de suite le résultat. Et comme il a tout de suite le résultat et le décalage, donc l'analyse de décalage entre ce qui est attendu et ce qui a été fait, il va pouvoir passer plus de temps à la recherche de solutions. À la recherche de solutions et d'échanges
avec le métier, si par exemple c'est une opération à Bordeaux, avec les équipes de Bordeaux, à chercher des solutions sur comment améliorer le plan, plutôt que d'avoir beaucoup de temps d'analyse et peu de temps d'échange. Et ça crée un shift dans l'entreprise. Et ça, c'est hyper intéressant. Bien sûr. On va y revenir après sur les changements organisationnels, les évolutions de métier. Parce que c'est assez intéressant, effectivement, en 2-3 ans, on n'a pas terminé, mais il y a quand même des choses qui commencent à se dessiner. Donc ça, effectivement, cette démarche ascendante pour identifier les cas d'usage, elle est importante parce que souvent, on ne sait pas quel cas d'usage on va adresser parce qu'on n'a pas adressé la question des enjeux que l'on veut régler, enfin des irritants. Donc vous l'avez fait dans ce sens-là. Et j'aime bien le fait que vous ayez d'un côté commencé par une démarche plutôt macro-strat et finalement vous ayez changé votre fusil d'épaule. Donc il y a eu cette démarche-là. En parallèle, on a commencé à en parler tout à l'heure sur la partie formation et accompagnement des équipes. Donc vous avez investi dans une solution interne sécurisée, vous avez formé, vous avez acculturé, vous avez mis en place ces jeudis de l'IA. Est-ce que vous avez senti à l'époque de l'engouement, de l'appétence, ou est-ce qu'il a fallu aller les chercher? Et tu n'as pas répondu à ma question, donc j'y reviens. Comment vous les avez rassurés sur le fait que l'objectif de la démarche, c'était pas de supprimer des postes, mais c'était d'améliorer tout simplement l'efficacité opérationnelle? En répondant à la question ouvertement et de manière très simple. C'est-à-dire que dans les jeudis de l'IA, il y avait aussi ce qu'on appelle chez nous des KB Live, qui sont des Teams en fait avec l'ensemble des collaborateurs. Et donc on en a fait un dédié sur ce sujet-là pour répondre aux questions. Et j'ai moi-même formulé la première question. Il se trouve que en 2023, on était au début de la crise immobilière. Donc il se trouve que nous, on avait quand même déjà eu des départs non remplacés, etc. Donc, j'ai dit les choses avec simplicité. C'est-à-dire, j'ai dit, vous, en fait, vous le savez déjà, il y a déjà eu des départs non remplacés. Aujourd'hui, on a un effectif qui correspond à l'ensemble de nos projets. On est à l'effectif cible. L'enjeu n'est pas de réduire les effectifs avec l'IA. L'enjeu est vraiment d'apporter, d'aller chercher la valeur que peut apporter l'IA dans chaque métier. Et le temps que chacun va gagner dans son travail, le remettre sur des choses à forte valeur dans son propre travail. Est-ce que tu as senti des métiers plus concernés que d'autres? Est-ce qu'il y a des fonctions qui étaient très en retrait ou peu intéressées versus d'autres qui étaient très demandeuses? Est-ce que tu as senti des choses comme ça ou pas du tout? Alors, oui et non, parce que comme je te le disais, en fait, tous les métiers ont participé. Donc, tous les métiers sont entrés dans le jeu et dans le système. Ça, c'était quand même très intéressant. Ensuite, il y a des métiers... En fait, c'est quand on commence par un métier, parce qu'on a eu trois gagnants, donc on ne pouvait pas tout développer à la fois, donc on l'a fait progressivement. En réalité, il y a une courroie d'entraînement qui se met en place. C'est-à-dire que les métiers qui ont commencé à mettre le doigt dedans se disent « Ah tiens, je peux encore faire d'autres choses », donc ça augmente l'appétence. Absolument, oui. Mais ça irrigue aussi. C'est-à-dire ceux qui étaient peut-être plus en retrait ou pas concernés au départ, parce que même s'ils avaient proposé des projets qui n'étaient pas tout de suite déployés, ça leur a donné envie. Et je pense que ce qu'on a réussi quand même, c'est que les collaborateurs ont eu envie de voir... d'essayer, de voir ce que c'était. Ouais. Et nous, on n'a pas du tout interdit l'utilisation. Alors, on a déployé notre KB GPT assez vite parce que c'était en septembre 2023. Très tôt, globalement. Ouais. Et puis, ceux qui le faisaient à côté, on leur donnait les consignes, pas mettre le nom de Kaufmann, pas mettre de données confidentielles, mais on leur disait au contraire, allez-y. Et on a formé très vite tout le monde à comment faire un prompt. Hyper intéressant, effectivement, ces deux démarches en parallèle. Tu as jumpé tout à l'heure et je t'ai un peu freiné dans ta lancée. Tu voulais nous parler des partenaires sociaux. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui où les relations avec les partenaires sociaux sont pas simples. Comment ça s'est passé avec tes partenaires sociaux? Alors, ça s'est très bien passé. Mais je dirais que c'est un enjeu relationnel plus large
que le sujet de l'IA, c'est-à-dire c'est la manière dont on fait du dialogue social au sein de l'entreprise et de la culture d'entreprise, c'est-à-dire une culture d'échange, de respect, d'information et de dire les choses aussi, toujours. Donc en réalité, on a commencé très tôt avec les représentants du personnel, puisque j'ai eu un CSE en décembre 2022, où je les ai informés du lancement du challenge. D'accord. Donc, je leur ai expliqué tout le challenge. Il se trouve que juste avant, on avait eu quand même une initiative, un POC, sur la relation client, pour pouvoir mettre comment l'IA pouvait aider à mieux répondre à nos acquéreurs quand ils avaient un sujet. Et on avait mis notamment une représentante du personnel dans ce pilote. Donc, il y avait eu déjà un petit bout d'acculturation. Et on a toujours fait les choses dans le dialogue, dans l'échange, en expliquant les différentes étapes. Donc, c'est ça qui a marché. Mais moi, je crois que la recette du dialogue social, c'est de se parler et c'est de dire les choses. Et aussi de dire... Moi, je dis toujours, on fait un challenge, je ne sais pas où ça va nous emmener. Oui. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tu n'as pas eu besoin... Enfin, le sujet n'était pas vraiment de les embarquer dans la question de l'intégration de l'IA. La question était plus dans la relation. Et comme il y avait une relation de confiance sur des sujets précédents, notamment sur des plans de départ, etc., effectivement, ça met dans de bonnes conditions. Exactement. Quand on va aborder des sujets un peu plus touchy. Donc ça, c'est plutôt une démarche intéressante. Donc on a vu les cas d'usage, on a vu la formation, on a vu les partenaires sociaux. On a tendance à dire aujourd'hui que... alors, j'ai pas les stats, donc je vais sortir une stat au doigt mouillé parce que je la sors de nulle part. Je crois que c'est 4 projets d'intelligence artificielle sur 5 qui ne fonctionnent pas. Et c'est lié... le passage à l'échelle, il est compliqué. Donc, vous avez mis en place des projets globaux formés à l'utilisation de l'IA générative. Comment vous avez fait pour penser le passage à l'échelle ? Déjà, peut-être comme le point de départ, ce sont des collaborateurs. C'est l'expression de besoin de collaborateurs et non pas la direction générale qui pense pour les collaborateurs que le bon cas d'usage, c'est ça. Le fait de développer ensuite avec les collaborateurs, c'était quand même un très bon point de départ d'appropriation. Et ensuite, ces mêmes collaborateurs ont eux-mêmes raconté le projet à d'autres. Okay. Avec l'envie d'aller s'en emparer parce que ça apporte de la valeur ajoutée. Et il n'y a rien de tel qu'un collaborateur qui explique lui-même que si c'est bien et ça a un apport dans son job parce que telle et telle raison. Je prends l'exemple chez nous des achats. Quand on fait des achats où on achète tout un tas d'éléments pour pouvoir construire un immeuble, des fenêtres, enfin tout un tas de choses, c'est des tableaux Excel qui font des milliers et des milliers de lignes. Quand on fait notre fameux dossier consultation des entreprises et qu'on doit comparer 4 offres sur des milliers de lignes, et que tout d'un coup, on a un outil d'IA qui permet de faire cette comparaison et de gagner un temps fou pour pareil là aussi ensuite plutôt parler avec les fournisseurs que de comparer chaque ligne et de retaper chaque ligne dans c'est vrai, on en est là souvent encore, voilà, bien sûr. Et dans un tableau Excel, l'acheteur qui vit ça dans sa communauté des acheteurs, il va très vite dire attendez, faites-le parce que en fait vous allez gagner énormément de temps et de valeur dans votre boulot. Donc le meilleur des cas, qui n'est pas toujours celui qui fonctionne, mais le meilleur des cas, c'est l'évidence de l'outil. Ouais. Si c'est l'évidence de l'outil, en fait, ça va se faire tout seul, le passage à l'échelle, parce qu'ils vont plutôt être tous impatients de venir le chercher. Ensuite, dans les freins qu'il y a souvent, il y a « Ouais, mais moi, l'IA, en fait, je m'y suis pas mis. Les autres, je vois déjà qu'ils sont en avance. Donc... ils pensent qu'ils ne rattraperont pas le retard, c'est ça ? Ouais. Okay. La peur. Bien sûr. La vulnérabilité de chacun. Bien sûr. Donc là, c'est beaucoup de travail d'aller rechercher les uns et les autres, de les former, de les accompagner, de faire du mentoring, du tutorat, de les mettre en binôme. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui correspond aussi à la culture de l'entreprise. Ça, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut passer un peu de temps. Et c'est jamais fini.
Et c'est jamais Tu fini. peux former tout le monde, mais c'est pas parce que tu as formé Exactement. une fois que c'est fait, que tout le monde s'est approprié le Ouais. sujet. Donc, effectivement, oui. Et puis, parfois, il y a des sujets, ils donnent un bon résultat, mais ils sont pas encore assez matures. Oui. Le momentum, C'est vrai. ça reste quelque chose d'assez important. Donc, il faut laisser le temps aussi à l'équipe de travailler avec un projet, de l'améliorer, et puis ensuite d'aller sur ce passage à l'échelle. Nous, par exemple, aujourd'hui, on vient, je le partage avec toi dans la préparation, on vient de faire sur notre portail, notre intranet, un petit bouton qui s'appelle Réflexia. Et derrière, il y a toute la bibliothèque maintenant de tous les outils que l'on a développés pour chaque métier. Avant, c'était très dispersé partout. Et ça va nous permettre de vraiment faire ce passage à l'échelle de toute l'entreprise. Oui, Parce que c'est propre, c'est lisible, il y a des tutos, on a une ergonomie qui est bien maintenant, mais tout ça demande du temps en réalité aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est très important aussi d'accepter le facteur temps et d'accepter que sur certains projets, ça va pas aller aussi vite que d'autres, etc. Et puis, il y a des projets ou des métiers, parfois, il faut attendre la maturité du marché. Oui, c'est vrai. Nous, par exemple, moi, en RH, sur le recrutement, je ne crois pas que j'ai entendu autour de moi encore d'outils miracles sur le recrutement, le tri des CV, etc. Il y a même plutôt maintenant 2 écoles. Oui, surtout, on ne l'utilise pas ou surtout, on l'utilise. Absolument. Moi, je suis dans une ETI. Sur ce sujet-là, et pourtant, j'aime l'innovation. J'attends la maturité du marché. Ah, c'est intéressant. Parce que, alors, c'est rigolo parce que c'est très contre-intuitif, mais on dit souvent que les sujets sur la partie RH, les sujets d'intelligence artificielle sont beaucoup rentrés par le recrutement, parce que c'est plus simple, parce que les outils sont déjà prêts, etc. Après, toutes les contraintes réglementaires, les biais, etc., qui posent question, d'où ces 2 écoles. Mais je trouve ça très intéressant comme regard. OK. Maintenant, donc, ça fait... donc, vous avez commencé en gros en 2023-2024. On est en début 2026. Maintenant, vous avez un petit peu de recul. Donc, c'est du work in progress. On est conscient que c'est pas terminé et c'est un travail long parce qu'au-delà de s'approprier une techno, c'est le change qui prend du temps et c'est l'humain. Donc ça, on l'a compris. Enfin, vous l'avez parfaitement compris. Avec un petit peu de recul maintenant, quand tu regardes votre organisation du travail, quand tu regardes les métiers, les compétences, qu'est-ce que ça a changé concrètement, si on se projette un petit peu? Ça change l'exigence. Ah, j'aime bien ça. Je l'attendais pas, celle-là, j'adore. En fait, il y a un outil qui permet d'adresser tout le sujet du faire. Ça fait. L'outil fait. Je reprends mon histoire des achats. L'outil fait le comparatif de toutes les offres qui sont faites. Très bien. Ensuite, ma capacité d'analyse de ces offres, de faire le bon choix, d'aller challenger les fournisseurs, de travailler avec eux, de l'améliorer. Du coup, je retrouve du temps pour aller travailler sur cette valeur-là. Donc, c'est exigeant. C'est exigeant parce que ça, c'est plus difficile que le faire. Complètement. Parce que là, on est dans tout ce qui est le savoir-faire du métier, sa subtilité, ce qui rend aussi une entreprise meilleure. Je veux dire, le talent d'un acheteur, c'est d'aller justement négocier, mais pour négocier, il doit avoir compris toutes les différences entre ce qui est proposé, etc. Moi, je trouve qu'on est obligé d'être bon. On peut plus se cacher derrière son petit doigt de « j'ai pas le temps, il faut faire ça », parce que l'IA, en fait, aide à faire et donne du temps à l'analyse. Donc, normalement, à la prise de recul, à la compréhension, à une vision plus 360 degrés, plus complète des sujets. Donc, je trouve que l'IA, de ce point de vue-là, a un véritable apport. Je trouve ça très intéressant parce que ça fait un peu plus pas loin de 40 minutes qu'on se parle. Et mon Dieu, tu m'as toujours pas parlé de productivité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas un sujet, c'est que je pense qu'on partage ça parce qu'on a déjà évoqué le sujet, c'est que la productivité est la conséquence. Et j'aime beaucoup le fait que vous ayez mis le focus sur
l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et j'ai le sentiment, quand tu me racontes votre projet, c'est que ça a été ça en fait. C'est pas tant, oui, évidemment, gagner des points de productivité, gagner des points de marge, évidemment, c'est le sujet, mais ça n'a pas été l'ambition première, ou du moins, ça n'a pas été abordé frontalement comme ça. Non, et puis c'est, ok, on va gagner de la productivité, mais au bénéfice de quoi ? C'est-à-dire dans quoi on réinvestit ce temps-là. Mon acheteur, il gagne 2 jours pour aller de pouvoir faire ce comparatif avec l'IA. Bien sûr. Bon, très bien, et so what ? Ce qui compte, c'est que ces 2 jours-là, ils vont être remis dans cette proposition de valeur et d'améliorer le résultat. Parce que ce qu'il va améliorer la suite dans toute la chaîne de valeur de production de l'entreprise. Et c'est en ça que je dis que c'est plus exigeant. En fait, on n'a plus le droit d'être mauvais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il va y avoir à moyen long terme, tu vois, chez vous, mais comme ailleurs, un décalage de performance entre ceux qui utilisent les solutions d'IA, IA générative et IA tout court, et ceux qui ne l'utilisent pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et j'aime bien le fait que tu dises, effectivement, ça rehausse le niveau d'exigence. Et en fait, ça remet tout le monde un petit peu sur un pied d'égalité parce qu'on a tous accès à ces outils. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, cette approche de faire remonter le niveau d'exigence. Et du coup, de ce que je comprends, ça n'a pas... de valeur apportée. Absolument. Voilà, pour le dire autrement. Complètement. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que ça ne remplace pas, mais plutôt que ça déplace, en fait. Ce que tu faisais et ce qui te prenait, que ce soit l'analyse des plans, que ce soit l'analyse des propositions des fournisseurs, ce temps-là, il n'est pas supprimé, tu remplaces pas complètement, c'est juste que tu déplaces le temps vers autre chose, effectivement, avec quelque chose qui a plus de sens. Je pense qu'en fait, on se recentre beaucoup sur le cœur de métier. Oui. Et sur la proposition de valeur même d'un métier. Je vais prendre le cas d'une assistante. On sait aujourd'hui qu'il y a des assistants IA qui permettent de faire de la planification de rendez-vous de manière très simple. Super. Les assistantes, ça ne veut pas dire que le métier d'assistante va disparaître, parce qu'il y a quand même soit des fonctions ou des groupes de personnes qui peuvent avoir besoin d'assistanat. Très bien. Donc, cet assistanat, on va le concentrer sur quelle proposition de valeur. Donc, ça oblige à se reposer ces questions-là sur la manière dont on fait notre métier et la valeur que l'on produit. Là, sur les semaines, mois qui viennent, vous avez des grandes échéances, des grands projets, ou est-ce qu'on est plutôt dans le run ? Alors, on est dans le run et les projets, parce qu'aujourd'hui, on est à 46 projets développés. OK. Qui sont dans notre fameux portail Réflexe IA. Tout à l'heure, tu disais, il y en a qu'il faut mettre à l'échelle et les rendre, s'assurer qu'ils soient déployés bien partout. Surtout que nous, on est des équipes fragmentées et déployées sur l'ensemble du territoire. Tout le monde n'est pas concentré au même endroit dans les mêmes bureaux. Donc, c'est aussi un enjeu de déploiement. Donc ça reste un enjeu fort pour nous, et de continuer à adresser les besoins des collaborateurs qui maintenant en réalité ont aussi continué à avoir plein d'idées et reviennent vers nous avec des propositions pour continuer à capter la valeur de ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Merci déjà de nous avoir partagé votre parcours initiatique chez Kaufmann & Broad. Autour de l'IA, on va passer aux petites questions de la fin. Petite question que je trouve plutôt sympa. C'est quoi le cas d'usage waouh dont tu as parlé à tout le monde en fait ? Moi, j'ai pas de cas d'usage waouh, et au risque d'être déceptive, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui change considérablement la donne et qui est d'une grande simplicité, c'est le compte-rendu de réunion. C'est tout bête, mais en France, je ne peux pas dire qu'on ait une grande culture du compte-rendu de réunion. Et c'est très structurant. Ça change la culture des entreprises, ça change l'efficacité, ça change le suivi, ça change la rapidité, le rythme, tous ces sujets-là. Donc, d'enregistrer et d'avoir un compte-rendu et derrière de le suivre, c'est tout bête. Moi, ça
ça a été très contributif pour moi dans ma propre pratique. Et je vois les effets que ça a chez les autres quand ils commencent à le faire. C'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé d'aller sur des trucs, waouh, parfois la simplicité. Et effectivement, ça fait partie des cas d'usage avec le meilleur ROI aujourd'hui, temps, efficacité. Donc, Oui, ok. puis ça a un impact sur la culture de l'entreprise. D'abord, c'est le moyen le plus facile de ça pour adopter l'IA, Ouais, pour le comprendre. C'est quand même aussi assez rigolo parce que dès qu'on enregistre toutes les réunions, ça change aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La parole. Oui, non, mais tu as raison. Et la manière dont on le fait. Donc, je pense que si ça c'est fait partout dans l'entreprise, à grande échelle, que c'est suivi et qu'on met cette exigence et cette rigueur, ça aura déjà beaucoup d'impact. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager tout ça avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. Je suis ravie, vraiment. Moi aussi, Loubna, merci beaucoup de m'avoir accueillie. C'était donc la fin de cet épisode. Je vous invite évidemment à aller découvrir les épisodes précédents. Dans 15 jours, je reçois Nicolas Lecomte, donc de Think I Go. Il nous parlera de la transfo IA en mode méthode agile. Donc vous verrez, c'est un bel épisode, encore avec un bel invité. Je vous invite là encore à vous abonner, à en parler, à liker. Et bien évidemment à me suivre sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'IA appliquée au RH et à la transformation. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.